En 1947, le banquier du Maine Andy Dufresne, Tim Robbins, est reconnu coupable du meurtre de sa femme et de son amant professionnel de golf. Comme le Maine n'a pas la peine de mort, il est condamné à 2 peines consécutives à perpétuité et envoyé à la prison de Shawshank, notoirement sévère. Andy clame à plusieurs reprises son innocence, mais son attitude froide et calculatrice laisse tout le monde croire qu'il l'a fait. Pendant ce temps, Ellis Boyd Redding, Morgan Freeman, connu sous le nom de Red, fait l'objet d'une enquête à la prison de Shawshank et est condamné à 20 ans de prison avec sursis pour meurtre. Malgré tous ses efforts et ses actions, la libération conditionnelle de Red a été refusée, mais il n'était pas trop contrarié. Red est alors présenté comme un passeur local qui peut obtenir tout ce que les détenus veulent dans des limites raisonnables. Une alarme retentira pour avertir tous les prisonniers de la nouvelle arrivée. Red et ses amis ont parié sur quel nouveau poisson ferait une dépression nerveuse lors de leur première nuit en prison. Red fait un gros pari sur Andy. Le premier soir, Heywood, William Sadler, remporte un pari car un nouveau détenu en surpoids surnommé Fat ASS s'effondre et pleure de façon hystérique. Cependant, les célébrations ne durent pas longtemps, puisque le gardien, Byron Adley, Clancy Brown, bat brutalement le gros homme qui n'est pas resté silencieux en réponse à ses questions. Andy, en revanche, reste résolu et calme. Le lendemain matin, les détenus apprennent que Fata est mort à l'infirmerie parce que le médecin de la prison était absent pendant la nuit. Andy demande le nom de l'homme, mais il est abattu par Heywood. Environ un mois plus tard, Andy entend parler du talent de Red pour trouver des choses et demande conseil à Red. Il demande à Red d'obtenir un marteau en pierre, qu'il estime nécessaire à son passe-temps de collecte et de sculpture de pierre. Red pose quelques questions sur ses intentions, ce dont Andy se moque. Red accepte l'ordre et met en garde Andy contre les sœurs, un groupe de prisonniers qui abusent sexuellement d'autres prisonniers, en particulier leur chef Bog, Mark Rolston, qui a le béguin pour Andy. Bien que les autres prisonniers considèrent Andy comme un poisson vraiment froid, Red ressent quelque chose pour lui et l'aime depuis le début. Red pense qu'Andy utilisera ce marteau à l'avenir pour créer une issue de secours, mais quand il voit enfin la taille réelle de l'outil, il comprend pourquoi Andy n'arrêtait pas de rire et se rend compte qu'Andy l'utilisera pour s'échapper. J'ai mis de côté l'idée que je pourrais creuser un trou en utilisant comment s'évader de sa prison. Durant les 2 premières années de son incarcération, Andy passe la plupart de son temps à travailler à la blanchisserie de la prison ou à se battre avec Bog et ses sœurs. Même si Andy se défend obstinément et la combat à chaque fois, il est régulièrement battu et violé, mais il garde le silence à ce sujet. Lorsqu'il est annoncé que des équipes vont goudronner le toit d'un bâtiment de prison, Red fait de son mieux pour confier cette tâche à Andy et à quelques amis communs, donnant ainsi à chacun une pause dans la normalité. Alors qu'il est au travail, Andy surprend Adley se plaindre de devoir payer des impôts sur son prochain héritage. Andy utilise son expertise de banquier pour expliquer à Adley comment protéger son argent du IRS en le transformant en un cadeau unique à sa femme. Il propose ensuite d'aider Adley à remplir les papiers en échange de quelques bières fraîches pour ses codétenus pendant qu'il travaille au goudron. Adley menace d'abord de jeter Andy du toit, mais finit par accepter et propose de la bière fraîche aux prisonniers qui travaillent avant que le travail ne soit terminé. Red souligne qu'Andy a peut-être gagné le privilège de gagner les faveurs des gardiens de prison et des autres détenus, mais il a ajouté qu'Andy l'a fait juste pour retrouver un sentiment de normalité. Je crois. En regardant un film, Andy fait une autre demande inhabituelle à Red, lui posant des questions sur l'actrice Rita Hayworth. Red est surpris par la demande, mais il accepte de commander. En sortant du théâtre, Andy retrouve ses sœurs. Bien qu'il ait tenté de se sortir du viol, il a failli être agressé si violemment qu'il a été envoyé à l'infirmerie pendant un mois. Bog passe une semaine en isolement pour l'agression. Lorsqu'il sort, il trouve Adley et ses hommes qui attendent dans la cellule. Il a été si violemment battu qu'il a été incapable de marcher ou de manger de la nourriture solide pour le reste de sa vie et a été transféré dans un hôpital pénitentiaire du nord de l'État. Les sœurs passent à autre chose et ne dérangent plus jamais Andy. Lorsqu'Andy quitte la clinique, il trouve dans sa cellule un tas de pierres qu'il peut sculpter et une affiche géante de Rita Hayworth. Un cadeau de Red et de ses amis. Le directeur Samuel Norton, Bob Dunton, apprend comment Andy a aidé Adley et utilise une inspection surprise de la cellule pour évaluer Andy. Il trouve Andy en train de lire la Bible, et les deux discutent de leurs versets préférés pendant que les gardes bouleversent la cellule à la recherche de possessions illégales. Satisfait de leur rencontre, le gardien s'en va, oubliant presque de rendre la Bible d'Andy. Il dit ensuite à Andy, « Le salut est en nous », et l'encourage à continuer à lire la Bible. Andy est informé plus tard qu'il travaillera à la bibliothèque de la prison avec un détenu âgé,
Brox Atlan, James Whitmore. La raison de son transfert devient claire lorsqu'un gardien de prison apparaît et demande à Andy des conseils financiers. Andy installe un bureau de fortune et se met au travail. Il fournit des conseils financiers à la plupart des gardiens de prison et les aide à déclarer leurs impôts sur le revenu. Andy voit également une opportunité d'agrandir la bibliothèque de la prison. Il a commencé par demander des crédits au Sénat du Maine. Il écrit une lettre chaque semaine. Ses pratiques en matière d'aide financière sont si appréciées que même d'autres gardiens de prison font appel à l'expertise financière d'Andy lors de leurs visites pour assister à des matchs de baseball en prison. Le directeur lui-même demande à Andy de préparer ses déclarations de revenus. Peu de temps après, Brox a craqué et a déclaré qu'il tuerait Haywood pour éviter la libération conditionnelle. Andy est capable de l'en dissuader. Alors que ses amis discutent des actions de Brox, Red sympathise avec le fait que Brox a apparemment été institutionnalisé, après avoir passé 50 ans à Shawshank. Il est essentiellement conditionné à passer le reste de sa vie en prisonnier, incapable de s'adapter au monde extérieur. Commentaire de Rouge, ce mur est intéressant. Au début, vous n'aimerez pas ça, mais vous vous y habituerez vite. Brox est libéré sous condition et placé dans un foyer de groupe. Il obtient également un emploi dans un supermarché, ce qu'il déteste. Il a eu du mal à s'adapter à la vie en dehors de la prison et s'est finalement suicidé en gravant le message « Brox Wasir » dans une poutre en bois. Après 6 ans d'écriture de lettres, Andy a reçu $200 de l'État pour une bibliothèque et une collection de livres et de disques anciens. Le Sénat de l'État pense que cela suffit à convaincre Andy d'abandonner sa campagne de rédaction de lettres, mais Andy ne se laisse pas décourager et redouble d'efforts. Lorsqu'un don de vieux livres et disques arrive au bureau du directeur, Andy trouve parmi les disques un exemplaire des Noces de Figaro de Mozart. Il enferme le gardien qui lui est assigné dans la salle de bain et diffuse un disque sur le système de haut-parleurs de la prison. Bientôt, toute la prison est hypnotisée par la musique. Red souligne que les voix de ces femmes ont permis à chacun de se sentir libre, ne serait-ce que pour un instant. À l'extérieur du bureau, Norton semble en colère contre l'acte de défi et ordonne à Andy d'éteindre le tourne-disque. Andy répond en augmentant le volume. Le directeur ordonne à Abby de s'introduire par effraction dans son bureau et Andy est immédiatement envoyé à l'isolement pendant 2 semaines. Lorsqu'il sortait, il racontait à ses amis que ce parcours était le plus facile qu'il ait jamais effectué dans le trou, puisqu'il le passait à revivre dans sa tête le Figaro de Mozart pour se consoler. C'était un moment formidable, a-t-il déclaré. Lorsque les autres prisonniers lui disent que cela est peu probable, il parle du pouvoir de l'espoir en prison et de la façon dont il les soutient. Red est fortement en désaccord avec l'opinion d'Andy, affirmant que l'espoir est une chose dangereuse dans un endroit comme Shawshank, et dit à Andy de s'habituer à vivre sans espoir. Andy suggère que Brox a fait exactement cela, et Red quitte la table avec colère. Peu de temps après, Red a une nouvelle audience de libération conditionnelle et il apprend qu'il est en prison depuis 30 ans. Il utilise exactement les mêmes mots qu'il y a 10 ans, sans aucun enthousiasme. Sa libération conditionnelle a de nouveau été refusée. Andy a offert à Andy un harmonica pour célébrer leur 30e anniversaire, et Red a répondu en offrant à Andy une affiche géante de Marilyn Monroe pour célébrer leur 10e anniversaire. Près de 4 ans après l'incident de Mozart, le Sénat de l'État a finalement décidé qu'Andy ne pouvait pas être évincé avec un deuxième contrôle. C'est pourquoi nous disposons d'un budget annuel de $500 pour construire une bibliothèque. Andy l'a utilisé à bon escient, en passant des contrats avec des clubs de lecture et des œuvres caritatives, et en créant la meilleure bibliothèque pénitentiaire de l'État, en lui donnant le nom de Brox. Avec une bibliothèque élargie et davantage de ressources disponibles, Andy commence à encadrer les détenus qui souhaitent obtenir un diplôme d'études secondaires afin qu'ils puissent obtenir un emploi décent après leur libération. Il demande ensuite à Red de promettre que lorsqu'il sera libéré sous condition, il fouillera ce chêne et récupérera quelque chose caché parmi les pierres, mais il ne révèle pas ce que c'est. Red promet, mais s'inquiète de l'état mental de son ami. Son anxiété grandit encore davantage lorsqu'il apprend qu'Andy Haywood a demandé une corde de 2 mètres de long. Red pense qu'Andy a finalement atteint un point de rupture et tente de se suicider. Pendant ce temps, Norton demande à Andy de cirer ses chaussures et d'apporter son costume au pressing avant de terminer son travail ce soir-là. Lorsqu'Andy retourne dans sa cellule, les gardes éteignent les veilleuses. Red dit que ce fut la nuit la plus longue de sa vie. Le lendemain matin, Andy ne répond pas à son réveil et ne se tient pas devant son téléphone portable comme il le fait chaque matin. Son garde crie après Andy parce qu'il est en retard et elle se rend dans sa cellule dans l'espoir de trouver Andy gravement malade ou mort. Au même moment,
Norton remarque qu'il y a les chaussures d'Andy dans sa boîte à chaussures au lieu des siennes, et elle s'alarme. Une alarme se déclenche et un rapport arrive indiquant qu'un prisonnier a disparu. Norton se précipite vers la cellule vide d'Andy et lui demande une explication. Le lendemain matin, Andy ne répond pas à son réveil et ne se tient pas devant son téléphone portable comme il le fait chaque matin. Son garde crie après Andy parce qu'il est en retard et elle se rend dans sa cellule dans l'espoir de trouver Andy gravement malade ou mort. Au même moment, Norton remarque qu'il y a les chaussures d'Andy dans sa boîte à chaussures au lieu des siennes, et elle s'alarme. Une alarme se déclenche et un rapport arrive indiquant qu'un prisonnier a disparu. Norton se précipite vers la cellule vide d'Andy et lui demande une explication. Hadley amène Red, mais Red prétend ne pas être au courant des plans d'Andy. Norton devient de plus en plus hostile et paranoïaque et commence à jeter des pierres en forme d'Andy autour de sa cellule. Lorsqu'il jette une pierre sur l'affiche de Raquel Welch d'Andy, précédemment occupée par Marilyn Monroe et avant cela Rita Hayworth, la pierre s'écrase à travers le mur. Norton décolle l'affiche du mur, révélant un tunnel juste assez large pour qu'un humain puisse y ramper. Dans une série de flashbacks, Red nous raconte qu'il y a des années, peu de temps après avoir reçu le marteau de pierre, Andy essayait innocemment de graver son nom sur le mur de sa cellule, et qu'une partie de celui-ci était tombée. Andy, passionné de géologie, remarque que le matériau du mur lui permet de creuser un trou s'il a besoin de s'échapper. Andy a d'abord commandé une affiche géante de Rita Hayworth pour boucher le trou. Puis, pendant des années, il a utilisé un marteau-piqueur pour creuser des trous la nuit, a caché la terre de son travail dans ses poches et l'a jetée dans son jardin lors de ses promenades matinales. Quand Tommy a été tué, Andy a décidé qu'il était temps de partir. Lors de la tempête de la nuit précédente, Andy portait les vêtements de Norton sous les siens dans sa cellule, mais personne, y compris Red, n'a remarqué les chaussures noires brillantes de Norton à ses pieds. J'ai eu la chance d'avoir une telle chance. Il a mis plusieurs de ses affaires, quelques papiers et les vêtements de Norton dans un sac en plastique, l'a attaché à lui-même avec la corde requise et s'est enfui par le trou. Le tunnel qu'il a creusé menait à un espace entre ces deux murs de la prison, où il a trouvé un égout. Lors d'un coup de foudre, il heurte à plusieurs reprises le tuyau d'égout avec une pierre au bon moment, pour finalement le briser. Après avoir plongé 500 mètres dans les eaux usées brutes contenues dans les canalisations, Andy émerge dans le ruisseau à l'extérieur du mur. Les chercheurs ont ensuite trouvé son uniforme de prison, du savon et un marteau en pierre très usé. Lorsque le directeur et Red découvrent l'évasion élaborée d'Andy, Andy entre à la Maine National Bank à Portland, où l'argent de Norton était conservé. Il se fait passer pour Randall Stevens, ferme son compte avec tous les documents nécessaires et sort du compte avec un chèque de banque. Avant son départ, il lui demande de déposer ses bagages dans son courrier. Il a continué à visiter près d'une douzaine d'autres banques locales et a fini avec environ 370 000 $. Le paquet contient les livres de comptabilité du directeur Norton et est livré directement au journal Portland Daily Bugle, accompagné des aveux et de la déclaration d'Andy. Peu de temps après, la police de l'État du Maine a effectué une descente dans la prison de Shawshank avec plusieurs journalistes pour couvrir l'histoire. Hadley est arrêté parce qu'il est soupçonné du meurtre de Tommy et emmené à la police d'État. Red a déclaré avoir entendu des rumeurs non fondées selon lesquelles, alors que Hadley était emmené, il avait commencé à pleurer comme une petite fille, sur le siège arrière de la voiture de police. Le directeur Norton ouvre finalement le coffre-fort dans son bureau après que Hadley ait été emmené dans une voiture de police et que le procureur local entre dans la prison avec plusieurs agents détenant un mandat d'arrêt contre Norton. Norton s'attarde et ouvre le livre pour trouver la Bible qu'il a donnée à Andy, et à l'intérieur se trouve une note adressée au garde disant qu'il avait raison, le salut était en lui. Norton tapota, ouvrit le livre de l'Exode et trouva la page ouverte. Tous ont été découpés en forme de marteau en pierre d'Andy. Alors que la police frappait à la porte, Norton retourna à son bureau, sortit un petit revolver et se tira une balle dans la tête. Red déclare qu'il pensait que juste avant d'appuyer sur la gâchette, le garde pensait que Andy serait capable de l'abattre du mieux qu'il pouvait. Red y voit le signe qu'Andy a gagné sa liberté au Mexique. Red et ses amis passent le temps en parlant, avec une certaine dramatisation, des exploits d'Andy, mais Red tombe dans une sorte de dépression parce que son ami lui manque. Lors de sa prochaine audience de libération conditionnelle en 1967, Red explique à la commission des libérations conditionnelles que le mot « réadaptation » n'est qu'un mot inventé pour justifier son travail. Il explique ensuite à quel point il regrette ses actes passés. Ce n'est pas parce qu'il est en prison, c'est parce qu'il sait à quel point c'est mal. En fin de compte, il a déclaré qu'il devrait vivre avec cette situation pour le reste de sa vie et a appelé le conseil d'administration à arrêter de lui faire perdre son temps et à le laisser tranquille.
Sa libération conditionnelle a finalement été accordée. Il vit et travaille dans le même quartier que Brox et a même vu le message de Brox gravé sur une poutre en bois. Il passe souvent devant des prêteurs sur gages qui ont plusieurs armes à feu dans leur vitrine. Peu de temps après, la police de l'État du Maine a effectué une descente dans la prison de Shawshank avec plusieurs journalistes pour couvrir l'histoire. Hadley est arrêté parce qu'il est soupçonné du meurtre de Tommy et emmené à la police d'État. Red a déclaré avoir entendu des rumeurs non fondées selon lesquelles, alors que Hadley était emmené, il avait commencé à pleurer comme une petite fille, sur le siège arrière de la voiture de police. Le directeur Norton ouvre finalement le coffre-fort dans son bureau après que Hadley ait été emmené dans une voiture de police et que le procureur local entre dans la prison avec plusieurs agents détenant un mandat d'arrêt contre Norton. Norton s'attarde et ouvre le livre pour trouver la Bible qu'il a donnée à Andy, et à l'intérieur se trouve une note adressée au garde disant qu'il avait raison, le salut était en lui. Norton tapota, ouvrit le livre de l'Exode et trouva la page ouverte. Tous ont été découpés en forme de marteau en pierre d'Andy. Alors que la police frappait à la porte, Norton retourna à son bureau, sortit un petit revolver et se tira une balle dans la tête. Red déclare qu'il pensait que juste avant d'appuyer sur la gâchette, le garde pensait que Andy serait capable de l'abattre du mieux qu'il pouvait. Red y voit le signe qu'Andy a gagné sa liberté au Mexique. Red et ses amis passent le temps en parlant, avec une certaine dramatisation, des exploits d'Andy, mais Red tombe dans une sorte de dépression parce que son ami lui manque. Lors de sa prochaine audience de libération conditionnelle en 1967, Red explique à la commission des libérations conditionnelles que le mot « réadaptation » n'est qu'un mot inventé pour justifier son travail. Il explique ensuite à quel point il regrette ses actes passés. Ce n'est pas parce qu'il est en prison, c'est parce qu'il sait à quel point c'est mal. En fin de compte, il a déclaré qu'il devrait vivre avec cette situation pour le reste de sa vie et a appelé le conseil d'administration à arrêter de lui faire perdre son temps et à le laisser tranquille. Sa libération conditionnelle a finalement été accordée. Il vit et travaille dans le même quartier que Brox et a même vu le message de Brox gravé sur une poutre en bois. Il passe souvent devant des prêteurs sur gages qui ont plusieurs armes à feu dans leur vitrine. Même s'il estime qu'il n'y a pas de vie pour lui en dehors de la prison où il a passé la majeure partie de sa vie d'adulte et pense parfois y retourner, il se souvient de la promesse qu'il a faite à Andy. Il révèle ensuite qu'il l'a acheté non pas à cause de l'arme, mais à cause de la boussole située à l'arrière de l'arme. Suivant les instructions d'Andy, Red fait du stop jusqu'à Buxton et trouve le mur de pierre décrit par Andy. Comme Andy l'a dit, il y a une grosse pierre noire. En dessous se trouve une petite boîte contenant une grosse somme d'argent et des instructions pour le retrouver à Zihuatanejo, bien qu'il ne nomme pas la ville par mesure de précaution. Il dit également que son projet a besoin de quelqu'un qui puisse faire avancer les choses. Red comprend soudain pleinement le pouvoir de son espoir et se retrouve excité par les sentiments qui l'habitent. Après avoir gravé un nouveau message dans une poutre en bois qui dit « Brox était là, Red était là aussi », Red viole les termes de sa probation et est soulagé que personne ne mène une recherche à grande échelle. J'ai quitté le centre d'évacuation le cœur lourd. Red a pris un bus pour Fort Hancock, où il est entré au Mexique. Les deux amis se retrouvent enfin sur une plage de la côte Pacifique.